Si je te dis que l'astrologie, c'est juste une mode, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Et c'est vrai que l'astrologie, elle a quand même cette qualité de rendre tangible, parfois en fait l'intangible, c'est-à-dire tout le monde des émotions, tout le monde de l'intuition tout à fait. et du ressenti. Plutôt que de se dire est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est une science, est-ce que c'est de la bien, superstition, pas bien. pas bien, c'est en fait est-ce que ce langage, ça me parle. Tu me fais mon thème astral, mes pierres de naissance, c'est bluffant. Même si tu ne veux pas y croire, il est quand même forcé de constater qu'il y a quand même quelque chose d'hallucinant. Si je connais pas mon thème astral, est-ce que je peux directement demander à ChatGPT ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Madame Bonheur. Je suis hyper heureuse aujourd'hui d'accueillir Widiane, qui est une super astrologue, mais pas que. Je vais la laisser se présenter tout de suite. Je vous présente Widiane. Merci beaucoup, Widiane, d'être avec moi aujourd'hui. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur et surtout la manière dont on s'est rencontrés. Donc, simplement, je me suis dit, je vais enregistrer un épisode en astro parce que je trouve que moi, c'est quelque chose qui me passionne et je trouve ça super sympa. Comme je le fais à mon habitude, j'ai juste laissé parler mon instinct et j'ai rencontré juste la personne parfaite pour ça. Donc, je te laisse te présenter, Widiane. Eh bien, merci. Alors, je suis guide et astrothérapeute holistique depuis environ 15 ans et j'ai le bonheur d'accompagner des personnes qui sont en transition de vie, qui sont hypersensibles ou qui sont dans le flou globalement. Et je les aide à mieux se comprendre grâce à l'astrologie, mais aussi à d'autres outils comme les pierres de naissance, la numérologie, etc. Génial. Alors, justement, les pierres de naissance, donc c'est quelque chose que j'ai découvert, que tu m'as gentiment proposé de faire. C'est absolument génial. J'ai adoré cette expérience, simplement avec des pierres, une date de naissance, enfin ta date de naissance, l'heure de naissance. On voit apparaître en fait tout plein de traits de caractère, des potentiels de vie. J'ai trouvé ça absolument vraiment génial. Et surtout, je ne connaissais pas. C'est vraiment... Et ça, c'est ton parcours de lithothérapeute, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, j'ai aussi une boutique de lithothérapie à Paris qui s'appelle Cristaux et Couleurs. J'ai écrit 5 livres sur ce sujet. Et en fait, les pierres de naissance, c'est un outil qui est beaucoup plus abordable, on va dire, que l'astrologie, en quelque sorte, qui est plus simple et qui est aussi un langage symbolique. Et donc, quand j'ai voulu creuser les choses pour pouvoir décrypter toujours plus loin la vie des gens et leurs questionnements, c'est là que j'ai voulu en fait développer mes compétences autour de l'astrologie aussi. Et effectivement, l'outil des pierres de naissance, il est incroyable. Et très rapidement, on peut se faire une idée de ce que vit la personne et de son terrain, en quelque sorte. Ah ouais, c'est absolument fou. Et donc ça, c'est arrivé avant l'astro, en fait. Oui, tu as d'abord exactement. découvert ça. C'est ça, quand j'avais 19 ans. Ah ok, c'est ce que j'allais te demander. Donc tôt, en fait, dans ton parcours de vie. Comment tu as découvert ça, au départ ? Globalement, j'ai eu une enfance quand même très compliquée, avec énormément de blessures qui m'empêchaient de vivre, tout simplement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était psychologue à la base, pour enfants, justement. Donc, du coup, elle m'a très tôt, en fait, initiée à toutes les thérapies et à cette approche de « on peut demander de l'aide ». Voilà, pour se voir, se comprendre. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à tout cet univers du développement personnel dans un premier temps. Ah, génial. Et ensuite, je me suis intéressée aux approches qui n'étaient pas très mentales, d'où mon intérêt pour les pierres, donc la nature, en quelque sorte. Et ensuite, j'ai voulu revenir à l'aspect analytique en parlant d'astrologie. Et ça fait donc, depuis que j'ai 19 ans, que j'ai trouvé ma voie et ma vocation. Et je suis ravie de faire ce métier. C'est vraiment... une chance. Ah, génial, ouais, c'est magnifique. C'est vraiment, tu vis de ta passion, en fait. Oui. C'est vraiment super chouette. Exactement. C'est génial. En fait, l'objectif aussi de cet épisode, c'est de venir un peu démonter des croyances qu'on peut avoir par rapport à l'astrologie. Parce que l'astrologie, on en parle énormément, mais c'est un peu galvaudé, c'est un peu parfois mal perçu ou c'est pris un peu à la légère. Et ma question, c'était, est-ce que tu as la sensation que l'astro, c'est plus mathématique, peut-être plus technique que justement les pierres de naissance ? Mais l'astrologie, en fait, elle permet d'être... c'est un outil de précision, disons, pour moi. Okay. Parce que les deux techniques reposent sur des calculs, finalement. Donc, il y a une part de mathématiques là-dedans. Mais disons que l'astrologie est une connaissance qui est très, très vaste. Il y a différentes techniques d'astrologie dans le monde. Et en fait, pour un même thème, une même personne, même avec une seule technique, donc plus occidentale ou plus orientale, selon celle qu'on utilise, on peut aller vraiment, en fait, comme des poupées russes, ouvrir des boîtes pour aller toujours plus en profondeur. Et c'est vrai qu'avec les pierres, il y a quelque chose de très complémentaire qui est très direct. Et avec l'astrologie,
on vient faire le détective. Et c'est pour ça que j'aime utiliser ces deux approches simultanément, parce qu'elles ont des rôles différents dans mes accompagnements, en tout cas. C'est exactement ce que j'ai trouvé de vraiment bluffant dans ta technique. C'est donc quand tu m'as fait je ne sais pas si on dit thème en pierre de naissance. C'est ça, ton thème de naissance. Voilà, c'est ça. Et donc, est apparu des couleurs avec des pierres en l'espace de 11 pierres, c'est ça ? Il y en a 13 en tout. 13 pierres. En fait, on permet vraiment, ça permet du coup les pierres de naissance de voir le terrain d'une personne. Et en fait, chaque pierre va symboliser à la fois finalement une force potentielle, mais aussi un challenge potentiel. Et donc, c'est comme si chaque pierre allait permettre de définir un spectre d'expérience, un spectre d'émotions par rapport à la personne. Et donc, tout au long de notre vie, on va explorer différentes nuances de ce spectre. Selon le parcours de la personne, elle va exprimer, on va dire, l'énergie d'une pierre d'une façon plutôt agréable et épanouissante, ou exprimer cette énergie d'un côté un petit peu plus peut-être bloqué ou encore peu libéré. Ça dépend des pierres et puis du parcours. Un peu comme en numérologie, en fait. Exactement. On a toujours, c'est ce que je dis souvent, on a toujours les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Donc, on trouve vraiment dans ce spectre-là les deux extrêmes et parfois, on expérimente ça. Alors, l'objectif, donc, aussi de cet épisode, c'est vraiment d'aller démonter des croyances. Alors, j'ai plein de petits points à venir développer avec des croyances spécifiques que les gens peuvent avoir. Donc, tu m'as fait une liste de ce que tu entends, j'imagine, beaucoup. Oui, et de ce que j'ai pu parfois penser. Alors, pas toutes, évidemment, je vous rassure, mais quand on ne connaît pas l'astrologie, nécessairement, on peut avoir des idées, ce qui est humain. Donc, il n'y a certainement pas de jugement par rapport au fait de penser certaines idées reçues. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on va en parler. Alors, j'ai juste une autre question qui me vient là, par rapport aux pierres de naissance. Est-ce que, par exemple, comme chaque pierre donc, a un nom, avec une couleur, ça voudrait dire que si je veux, dans le spectre émotionnel dont tu as parlé, si je veux développer un peu un spectre émotionnel en relation avec une pierre, si je porte la pierre, par exemple, est-ce que ça va m'aider ? Alors, on peut tout à fait, et c'est l'intérêt aussi de cet outil en complément de l'astrologie, utiliser les pierres qui sont parmi celles de nos pierres de naissance. Et après, alors là, c'est encore un autre débat parce que la lithothérapie, c'est très vaste. Il y a plusieurs lithothérapies. On peut très bien porter des pierres sur soi plus comme des symboles que comme des vrais outils de travail, on va dire, en profondeur. Parce qu'à ce moment-là, mieux vaut avoir des pierres, en fait, chez soi, qu'on va utiliser peut-être la nuit, dans des formats plus gros et des qualités plus importantes que ce qu'on peut trouver parfois dans les bijoux, les bracelets. Dans un bijou, C'est ça. Et si on veut, en quelque sorte, un peu dépasser l'effet placebo d'une petite pierre qu'on aura dans la poche ou en bijou. Donc, l'idée, en fait, de cet outil aussi des pierres de naissance, c'est de pouvoir cibler plus précisément quelles sont les pierres qui nous correspondent le plus ou qui sont les plus utiles pour nous, et donc de venir en fait les utiliser un peu comme des diapasons qui nous permettraient de retrouver une note intérieure qu'on aurait pu oublier ou qui a été blessée. À un moment spécifique de la vie où peut-être on aurait besoin de cette qualité-là. C'est ça, exactement. Génial. Donc, alors, je pense qu'on va refaire peut-être même un épisode juste là-dessus parce que je pense on pourra en parler même plus sur la litho parce que c'est super intéressant de manière curative, tu vois, ça sera intéressant. Avec grand plaisir. Génial. Alors, on va commencer. Donc, si je te dis que l'astrologie, ça n'est qu'une croyance irrationnelle, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que l'astrologie n'est en fait ni une science, ni une croyance, ni une vérité absolue. C'est vraiment pas l'objet de l'astrologie. En fait, l'astrologie, c'est un outil. C'est un outil qui est basé sur un langage symbolique et archétypal. Et donc, en fait, l'intérêt de l'astrologie, c'est pas de se dire est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. C'est pas le bon vocabulaire. Finalement, c'est plutôt de se dire est-ce que ce langage qui décrypte mon expérience, qui décrypte un vécu, qui décrypte des émotions, est-ce que ce langage me parle ? Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que finalement, cet outil m'est utile dans mon quotidien d'humain ? Donc, on sort un peu des grandes idées, on sort des grandes catégories et on se recentre finalement sur sa propre expérience. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon d'aborder l'astrologie, plutôt que de se dire est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est une science, est-ce que c'est de la superstition, pas bien. C'est en fait, est-ce que ce langage, parce que ce n'est qu'un langage, ça me parle ? Et est-ce que ça m'apporte des choses ? Et est-ce que ça m'aide à mieux me comprendre ? Et est-ce que ça m'aide à mieux comprendre mes relations ?
Et est-ce que ça m'aide à peut-être prendre des décisions en étant plus rassurée, en étant plus confiante? C'est seulement là, en fait, que va se dessiner une forme de vérité qui sera très subjective, mais qui est basée sur l'expérience et non pas que sur, finalement, des analyses ou des idées qu'on peut se faire sur tel ou tel sujet. Complètement. Alors, ça me fait penser encore une fois à la numérologie, tu vois, parce que je pense que c'est exactement la même chose. À partir du moment où ça peut t'aider à mieux te connaître, à mieux te comprendre et à découvrir qui tu es, bien, pourquoi pas? C'est ça, exactement. C'est Et hyper finalement, propre. qui on est pour dire ce qui est vrai ou faux. Même moi, la première, je suis astrologue, mais en fait, l'astrologie, elle existe depuis des millénaires. Ouais, Donc, c'est ça. moi, je suis juste un petit caillou dans l'histoire de l'astrologie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, croyance ou pas, c'est un art qui a traversé les âges. C'est un langage qui, a priori, résiste au temps et résiste aux différentes cultures. Il y a quelque chose d'universel dans les archétypes symboliques qu'elle propose. Et donc, probablement que là-dedans, il y a peut-être quelque chose à en tirer très humblement. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a quand même j'ai envie de dire des vérités, même si c'est pas vraiment le terme, mais il y a quand même des choses. Moi, par exemple, tu ne me connaissais pas, tu me fais mon thème astral, mes pierres de naissance, enfin, c'est bluffant. Même si tu ne veux pas y croire, il est quand même forcé de constater qu'il y a quand même quelque chose d'hallucinant. C'est comme la numéro, où tu te dis, bah, la numérologie, tu vois, tu te dis, j'y crois pas, c'est que des chiffres, des nombres, mais c'est pareil, quand même, quand tu peux, en l'espace de 5 minutes, voir le profil de quelqu'un, comme tu l'as fait là, avec mon thème, c'est assez bluffant, quoi. Et c'est en ça qu'on retourne en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'expérience fait foi. En fait, Complètement. moi, c'est ma curiosité qui m'a menée à l'astrologie. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai une maman qui est psychologue, j'ai un père qui est alors mathématicien. Ah oui. Ma grande sœur est médecin. Enfin voilà, je suis Ah dans ouais. une famille où a priori, voilà, il y avait une forme de spiritualité peut-être dans la sensibilité, dans l'intuition, mais clairement, l'astrologie n'a jamais fait partie des choses qui ont été les valeurs familiales. Ouais, je Et comprends. donc parfois, en fait, juste d'écouter sa curiosité. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous parle pas? Est-ce qu'on a envie de sortir peut-être justement des idées reçues pour vivre une expérience? Et puis à partir de là, en fait, se créer sa propre idée, et un peu comme tu l'as fait en me contactant et en étant ouverte à l'expérience, quoi. Ensuite, est-ce que l'astrologie, si je te dis que l'astrologie, c'est l'horoscope des magazines, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors du coup, déjà, il y a plusieurs niveaux dans cette question. L'horoscope, c'est, on va dire, une partie, une façon, on va dire, très simpliste et extrêmement réductrice d'une forme d'astrologie. Donc disons qu'il y a l'astrologie. Dans cette astrologie, il y a ce qu'on appelle l'astrologie prédictive. Et dans l'astrologie prédictive, il y a une toute petite partie qui s'appelle les horoscopes. Ok. Donc, c'est intéressant en fait de remettre en perspective ce qu'est l'horoscope par rapport à l'astrologie, c'est-à-dire vraiment un tout petit pourcentage de toute la complexité de l'astrologie. Et très simpliste et très réducteur parce que basé uniquement sur le seul signe astrologique. Ah oui. Et donc, le signe astrologique, qui est quand même très important, évidemment, dans le thème astral, ne représente qu'une toute petite partie. Donc, si je pouvais dire, ce serait peut-être 5-10% du thème, voire même 5% quand on ne parle que du signe et pas de comment le soleil est situé dans son ensemble. Et l'astrologie prédictive se base sur l'ensemble du thème astral, donc elle ne va pas regarder seulement le signe, et elle va aussi utiliser différentes techniques. Donc on appelle par exemple les transits astrologiques, le calcul de la lune progressée, on va regarder les révolutions solaires chaque année au moment de l'anniversaire. En fait, c'est un art qui est très complexe. Tous les astrologues ne font pas d'astrologie prédictive, et donc l'horoscope, c'est vraiment, on va dire, la partie astrologie de comptoir, un peu fun, un peu pour les copains, quoi. Mais certainement pas le reflet de la profondeur de l'astrologie dans son ensemble. Et donc forcément injuste, pas dans le sens qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais ce sera pas forcément juste dans l'absolu. Voilà. Alors, c'est justement ce que j'allais te demander. Ça veut dire que quand on écoute son horoscope de manière basique à la radio ou sur un magazine, est-ce que c'est vraiment tout ou n'importe quoi? Ou est-ce que c'est quand même basé sur un petit truc réel, tu vois? Alors, je dirais que je différencierais deux choses. Les horoscopes qu'on écoute sur des radios connues qui ne sont pas du tout portées sur le sujet de l'astrologie à la base, et l'horoscope d'astrologues professionnels qui vont faire un travail quand même d'études particuliers dans des formats plus longs, par exemple sur YouTube. C'est difficile pour moi de me prononcer parce que, comme dans tous les domaines, il y a des dérives. Est-ce que l'horoscope des magazines est toujours juste? Là, je peux me prononcer en disant non, c'est sûr. Par contre, est-ce qu'il y a des astrologues qui pratiquent des horoscopes et des prévisions en étant quand même un petit peu précis par rapport à chaque signe astrologique? Oui. Par contre,
évidemment, tous les taureaux n'auront pas la même expérience, tous les scorpions n'auront pas la même expérience, parce qu'en fait, il y a tout le reste du thème astral qui viendra influencer justement les différentes tendances qu'on peut observer. Donc pour moi, l'astrologie prédictive peut être hyper intéressante, même s'il faut la prendre avec des pincettes, mais elle doit être personnalisée pour être la plus juste possible. Si je te dis que l'astrologie enferme les gens dans des cases et condamne dans un destin et un avenir figé, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, à ça, je réponds que l'astrologie, en fait, c'est comme un portrait. C'est-à-dire que on peut se reconnaître dans un portrait. Un très bon dessinateur, ça se dit? Oui. Ouais. Un très bon dessinateur De toute façon, va t'inquiète pouvoir... pas, ils ont l'habitude, moi j'invente des mots tout le temps. Donc même si ça avait été un mot inventé, Voilà, c'était un OK. bon portraitiste saura très bien en fait reproduire un visage parfois de façon incroyable avec un même crayon que quelqu'un qui pourrait faire un portrait un peu moins bien. Donc l'astrologue, en fait, c'est comme un dessinateur. Des bons astrologues vont faire des portraits qui ressemblent très bien à la personne, d'autres un petit peu moins bien. Dans les deux cas, c'est le même outil qu'on utilise. Un stylo. Par rapport au portrait, pour revenir à ce qu'on disait de est-ce que ça enferme dans des cases, est-ce qu'on limite une personne à son portrait? Non. Un portrait permet de reconnaître une personne s'il est bien fait. Mais une personne ne se limite pas à un portrait. Et donc, du coup, en aucun cas, l'astrologie va enfermer dans des cases. C'est un outil de reconnaissance. C'est un outil de décryptage. C'est un outil de lecture et de compréhension pour mieux se comprendre et pour en fait lire peut-être une situation d'un angle plus neutre ou d'un angle nouveau, d'un autre angle par rapport à celui par lequel la personne a l'habitude de se voir elle-même. Ou de comprendre une situation aussi, tu vois. Tu Ou peux de te retrouver dans comprendre une une situation et situation. de dire, ah ben, je comprends pourquoi il m'arrive ça, parce que ça. C'est ça, exactement. Mais c'est comme si en fait un thème astral, parce que quand on parle d'astrologie, encore une fois, je parle pas que du signe astrologique. On n'enferme pas une personne dans un seul signe. On parle d'un thème astral qui montrera beaucoup de nuances différentes, qui va montrer dans quel secteur les signes vont s'exprimer, qui va être en interactivité avec les autres planètes. Donc, il y a 10 planètes ou astres à étudier. Il y a différents points à étudier aussi, comme l'ascendant, le descendant, le fond du ciel, le milieu du ciel. Il y a toutes les interactions entre les planètes. Donc, tout ça est un théâtre qui est, encore une fois, complexe et qui, du coup, rend la notion d'enfermement et de limitation compliquée. Personnellement, ça fait 15 ans que j'en apprends toujours sur l'astrologie et donc sur moi. Et donc, c'est difficile, justement, d'en voir le bout. Donc, en ça, je dirais plutôt que l'astrologie est un langage assez illimité. Donc, qu'il faut et qu'on peut creuser toute une vie. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, avec aussi cette notion de portrait, de ne pas se confondre avec l'outil. L'outil n'est qu'un outil. L'être humain restera, dans tous les cas, vivant, un mystère sur pattes. Et on aura beau essayer de le décrypter, il y aura toujours des zones, et heureusement d'ailleurs, de je ne sais pas. Et la dernière chose que je voulais dire, le thème astral, c'est un terrain. Donc, il faut imaginer que nous, on est comme des jardiniers. Et qu'en gros, oui, on a un terrain, selon les personnes, qui sera peut-être plus propice, désolée de la comparaison, mais à faire pousser des carottes ou des courgettes. Mais si on décide dans notre libre arbitre de se dire, bah oui, je sais que j'ai souvent des opportunités pour faire des carottes ou des courgettes sur mon terrain. Mais en vrai, moi, j'ai envie de planter du potimarron et en fait, rien va m'en empêcher. Et même si je vais peut-être galérer un petit peu plus parce que mon terrain est moins propice à ça, eh ben, je vais le faire. Il n'y a pas de destin figé, arrêté, complètement enfermant. Ce serait d'ailleurs hyper flippant entre nous. Moi-même qui suis... j'adore la liberté, donc je serais très dérangée par ça. Par contre, oui, on peut en fait effectivement observer qu'on a des terrains qui sont différents et qu'il va y avoir des personnes qui vont être très à l'aise avec la communication, d'autres qui vont être très à l'aise avec le talent artistique, d'autres qui vont être très à l'aise avec leur corps, etc. Un terrain, oui, mais par contre, un enfermement et un destin figé et un avenir écrit, non. Si je te dis que l'astrologie, c'est juste une mode, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Mais je vais rebondir sur ce que je disais du coup juste avant. C'est que l'astrologie, en fait, c'est un savoir empirique qui vient d'un héritage millénaire. Donc, on retrouve les premières traces en Mésopotamie. Donc, je crois il y a à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, du coup, on est effectivement sur une mode par rapport à la façon dont elle pop de nouveau dans la société. Mais par contre, l'astrologie véritable est utilisée depuis des millénaires. Et d'ailleurs, cette mode... Et pourtant, je suis moi-même, je pourrais me dire que c'est un avantage, mais c'est pas forcément, ça ne sert pas forcément l'astrologie parce que du coup, on voit énormément de contenus sur les réseaux sociaux, etc., qui ne remettent pas forcément ces contenus dans un contexte. Personnellement, je sais que je parle beaucoup des signes solaires
sur mon compte. Mais à chaque fois en description, je préviens bien les gens en disant attention, ceci n'est qu'une partie isolée du thème. Il ne faut pas oublier que une personne est à considérer dans un ensemble, que l'astrologie n'est pas une vérité absolue, etc., etc. Et donc, il y a tout un effort de pédagogie qui n'est pas forcément fait dans cette mode actuelle et qui est parfois un petit peu dommage. Mais du coup, merci de me permettre de dire ça parce qu'effectivement, ça demande quand même quelques repères de discernement. Ah ouais, complètement. Et puis, je pense aussi que là, on a un énorme avantage aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on se trouve, c'est qu'on trouve beaucoup, beaucoup d'informations de partout sur la toile, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Donc, ça permet de délier, la communication, de parler de beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, ça vulgarise parfois un peu comme l'astrologie, par exemple, qui demande un regard particulier avec une connaissance particulière et qui pourrait aussi parfois un peu blaser certains en disant bon, maintenant c'est la mode, il y a plein d'astros de partout, alors qu'en fait, c'est, je pense aussi, le fait que les consciences s'éveillent. Aujourd'hui, on n'a pas la même conscience qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et on revient à des notions aussi ancestrales. Peut-être que Insta, tous les réseaux servent à la cause, entre guillemets, et desservent aussi d'un autre côté parce qu'on trouve un peu de tout, mais comme dans n'importe quel domaine. Ou comme tu le disais, justement, tu vois, ça n'est pas une fin en soi, ça ne va pas déterminer ta vie, ça n'est que... terrain. Voilà, un terrain, exactement. C'est ça, un portrait. Ouais, j'aime bien parler de zones de génie aussi, tu vois, oui. Ça met en lumière des zones de génie. Et en tout cas, quand moi j'ai vu mon thème, ça m'a vraiment confortée, entre guillemets. Peut-être rassurée, peut-être que quelque part ça sécurise en disant ah, mais c'est pour ça qu'il y a ça, c'est pour ça que je ressens ça. Et ça confirme en fait ce qu'on sait déjà, finalement. C'est ça. En fait, c'est un outil aussi qui permet d'être comme un relais de confiance en soi. Ouais, enfin, moi, personnellement, l'astrologie m'a énormément aidée et m'aide encore aujourd'hui dans des grandes décisions de vie, qu'elles soient relationnelles, familiales, professionnelles. Et donc, pour parler crûment, parfois, face à certaines décisions, j'avais pas le courage. Si j'avais été toute seule, j'avais été toute seule, on va dire, sans miroir extérieur, comme par exemple l'astrologie, pour me dire non mais t'inquiète, tu peux le faire, t'es capable de le faire, etc. Il y a une part de toi qui dit ok, pour l'instant t'as pas encore complètement confiance, mais il y a quelque chose qui le dit. Ouais. Donc fonce et puis en fait, tu verras. C'est exactement moi ce que j'ai ressenti. C'est un petit relais, en fait. Quand, tu sais, je t'ai parlé avant que je te parle de mon show, tu m'as dit, si je regardais ton thème comme ça, sans te connaître, je pourrais dire que c'est quelqu'un qui pourrait faire de l'acting, du théâtre, etc., et monter sur scène. Quand on te dit ça et que, si tant est que j'hésite à le faire, en fait, ça confirme quelque chose. Donc, c'est exactement ça. C'est un relais extérieur qui vient finalement sur lequel tu peux venir t'appuyer en disant, de toute façon, c'est déjà en moi. C'est pas l'astro qui dit que, c'est je le ressens. Et ça me conforte dans l'idée d'eux. C'est ça. En fait, c'est l'astro qui rencontre l'intuition. Tout à fait. En fait, il y a ces différentes intelligences, différents langages. Mais c'est vrai que vu qu'on est dans une société qui ne nous aide pas, en fait, et qui ne nous apprend pas à nous écouter, forcément, on est handicapé d'intuition. Ouais. Donc, on peut ressentir des choses en soi toute une vie sans jamais oser l'écouter, sans accorder du crédit à ça. Et encore moins s'engager dans des décisions importantes qui peuvent avoir de l'impact dans nos vies, basées sur quoi, en fait ? Basées sur quelque chose d'intangible. Et c'est vrai que l'astrologie, elle a quand même cette qualité de rendre tangible, parfois, en fait, l'intangible, c'est-à-dire tout le monde des émotions, tout le monde de l'intuition et du ressenti. Et en ça, c'est assez incroyable, quoi. Et bien plus que quand tu consultes ta propre famille, par exemple, ou ta pote, ou qui vont, eux, aller de leur... peur ou pas peur, ou qu'est-ce que tu devrais faire, etc. Exactement. Je parle souvent, moi, d'émancipation et de se libérer du regard de l'autre. Là, on est sur un outil, entre guillemets, qui est concret, où il n'y a pas une perception humaine, tu vois, derrière, qui pourrait dire oui ou non en fonction de ce que je ressens. L'astrologie est incompatible avec la science. Alors, pour moi, en fait, c'est deux choses qui sont très différentes. Donc, même si l'astrologie à la base est basée sur des calculs, les calculs de la NASA, donc la position des planètes dans les différentes constellations, au moment de la naissance, etc. En fait, la science, elle a pour but d'étudier les phénomènes physiques, donc notamment astronomiques. L'astrologie, elle a pour but d'étudier en fait les phénomènes symboliques et donc plutôt au niveau de la psychologie. Donc, c'est deux choses complètement différentes, qui peuvent avoir un lien par rapport à l'espace du calcul, mais en soi, l'astrologie parle de symboles,
la science parle de physique. Alors, ça me fait penser à quelque chose quand tu parles de symboles. Donc, en fonction de là où se placent des planètes par rapport à un thème astral, qu'est-ce que la personne va ressentir? C'est des vibrations? C'est un champ énergétique? Comment ça se quantifie, tu vois, en termes de... Est-ce qu'on peut le qualifier ou le quantifier? Je vais peut-être utiliser une image. Tu me diras si ça répond à ta question. En gros, le thème astral, c'est comme si c'était un théâtre. Donc un peu notre théâtre intérieur. Les différentes planètes, donc le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, etc., ou astres, comme Pluton, vont être répartis dans les différents signes. Donc selon les thèmes, par exemple, quelqu'un peut avoir plusieurs planètes en Capricorne, ascendant Vierge, etc., etc. Chaque planète va représenter comme un personnage intérieur, un acteur. Okay. Donc chaque personnage a son rôle. Donc Vénus va parler de l'amour, Mercure va parler de la communication, le Soleil va parler de l'identité. C'est quand on dit « je suis Scorpion », voilà, c'est l'identité. Mars va parler de la motivation, du drive, de l'énergie vitale, etc. Et donc, chaque acteur va se trouver dans un signe. Et donc, le signe, ça va être comme le costume que l'acteur va mettre. Donc, en fait, il va prendre une couleur, il va prendre une apparence particulière. Ouais. Donc, par exemple, le Capricorne va être un signe, on va dire, discipliné, responsable, sérieux, très ancré, très fiable, très pragmatique. Donc ça, c'est le costume du Capricorne. Donc si la Vénus, l'actrice de l'amour, prend par exemple le costume du Capricorne, ça veut dire qu'on va vivre en fait sa nature affective avec un certain sens du devoir, avec toujours une vision long terme, avec un besoin de projet commun matériel. Et pareil sur plein d'autres signes et d'autres planètes. Donc chaque planète qui a un rôle va en fait arborer un costume différent et va prendre une couleur, va se colorer d'un costume. Et donc ensuite, après, on va voir les maisons. Donc les maisons, c'est ce qui va être déterminé par l'ascendant à la base, qui est le début de la maison 1, et on a 12 maisons dans un thème. Et donc, cet acteur dans ce costume va s'exprimer dans une scène en particulier, dans une maison, dans un secteur. Peut-être que cette Vénus, par exemple, qui a pris le costume du Capricorne, elle va s'exprimer, par exemple, on va dire, dans la maison 4. Et donc, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de projets, mais vraiment en lien avec la famille. La maison 4 étant vraiment la famille le secteur de la famille, des racines. Donc, c'est quelqu'un qui va, pour elle, l'amour sans famille, sans construction familiale, sans projet lié aux racines, aux ancêtres et tout ça, ça va pas forcément faire sens. Okay. Et ensuite, il y a encore une autre dimension qui est ce qu'on appelle les aspects, c'est-à-dire les liens entre les différentes planètes de notre thème. Et donc, en fait, ces aspects, donc le carré, la conjonction, le trigone, etc., vont représenter, en fait, les discussions, les dialogues entre les planètes, quand elles dialoguent. Parce que parfois, il y a certaines planètes dans notre thème qui ne dialoguent pas entre elles. Et donc, je ne sais plus... Je comprends. Non, mais je comprends, du coup, pourquoi... Par où on était arrivé à tout ça, mais ça permet de comprendre un petit peu la complexité. Mais oui, je comprends pourquoi c'est aussi complexe de lire un thème. Et aussi, le fait d'avoir le même signe que son collègue, son ami, etc., en fait, on est tellement différents. Exactement. Parce que c'est complètement... la lecture n'est pas du tout la même en fonction de tout ce que tu viens de dénoncer, quoi. Et je dirais même que l'astrologie qu'on utilise en Occident, qui est l'astrologie tropicale, en fait, elle est moins précise encore que l'astrologie indienne. Les Indiens, culturellement, notent leur date de naissance à la seconde près. Ah ouais. Parce qu'en fait... Chaque minute, chaque seconde peut changer tout le thème. Enfin, change tout le thème en astrologie védique. Quand on parle des jumeaux, etc., voilà. Chaque personne a sa trace. Évidemment que quelqu'un qui est né le même jour que quelqu'un aura nécessairement plus de similitudes ou peut-être un terrain qui va être un petit peu plus semblable à la base. Mais même en enlevant toute la partie extrêmement importante qui s'appelle le libre arbitre, eh bien le terrain reste différent en fait, même pour des jumeaux. Alors, est-ce que tu dirais que l'astrologie déresponsabilise les gens ou peut déresponsabiliser les gens ? Alors, je dirais que c'est vrai qu'on entend souvent « Ah oui, mais ça, c'est parce que il est Gémeaux. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis Scorpion. Ah, mais ça... » Et donc, du coup, effectivement, il y a certaines personnes qui se déchargent un petit peu dans l'astrologie. Mais ça encore, c'est comme dans tout. Il y a des gens qui vont se décharger à travers des explications psychologiques. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai eu des blessures, etc., etc. Finalement, en fait, l'astrologie, pour moi, c'est l'inverse. Elle permet de se responsabiliser en comprenant justement nos mécaniques intérieures. Donc, en fait, plus on comprend son mode d'emploi, plus on comprend ses zones d'ombre. Et donc, plus on comprend ces zones d'ombre, moins on a d'excuses pour les laisser complètement, entre guillemets,
manipuler notre réalité ou celle des autres. Le fait d'avoir conscience de ses propres ombres et d'avoir le courage justement de les affronter, ça responsabilise. En fait, justement, on comprend encore plus. Donc, on a plus de clés pour être plus libre de ses blessures, de ses challenges ou de ses zones d'ombre. Les accepter aussi. Exactement. Au-delà du fait que, moi, j'ai un adage permanent que j'ai construit avec le temps parce que je suis très empathe. Et donc, du coup, souvent, vu que je comprenais beaucoup les gens, j'avais tendance à accepter parce que, je les comprenais, quoi. Et donc, du coup, maintenant, ce que je me dis et ce que je me répète, c'est comprendre ne veut pas dire accepter. Et donc, du coup, par rapport à la notion de responsabilité, comprendre d'où vient une blessure ou d'où vient un comportement ne veut pas dire qu'on a la permission, de faire du mal aux autres ou d'user de son pouvoir de façon malveillante ou que sais-je. Pour moi, à l'inverse, en fait, l'astrologie permet de se responsabiliser et de se libérer justement de ces parts parfois de déni qui peuvent un peu nous arranger en tant qu'être humain, parce qu'on est comme ça. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un truc aussi que tu as dit et ça m'a fait penser à ça, c'est par exemple, je sais pas moi, tu as été mariée avec un lion ou tu as eu une expérience amoureuse difficile avec un lion, partir du principe que, et c'est très souvent ce qu'on a tendance à faire, partir du principe que tous les lions sont pareils et que prochain amoureux que je rencontre, il est lion. Mon Dieu, quelle horreur, ça va pas le faire. Alors qu'en fait, encore une fois, ça n'est qu'un signe. Ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses et on peut pas mettre quelqu'un dans une case juste parce qu'il a un signe. Et c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec une personne de ce signe-là que ça va automatiquement, tu vas se reproduire, quoi. Absolument. Il y a des raccourcis qui peuvent être un peu dommages et tristes parfois parce qu'il y a peut-être des rencontres qui se perdent c'est ça. À cause de cette croyance-là. Effectivement, la notion de compatibilité en astrologie, d'ailleurs, on ne parle pas de compatibilité, on parle d'astrologie relationnelle à la base. Ouais. La compatibilité, c'est quelque chose qui est plus le résultat ou pas d'une analyse. Mais l'astrologie relationnelle, en fait, elle permet d'étudier une dynamique. Parce qu'en fait, entre deux personnes, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont très complexes, qui touchent à plein de niveaux différents. Et donc, du coup, on peut très bien avoir, on va dire en apparence, un signe qu'on peut dire incompatible. Donc on dit souvent, par exemple, je sais pas, les scorpions et les gémeaux sont pas compatibles, ou il y a plein de croyances sur plein de... Oui. Excuse-moi, je fais une petite aparté par rapport à ça, parce qu'après je vais l'oublier. Est-ce que, justement, il y a une notion de signe d'air, d'eau, par rapport à cette compatibilité-là? Oui, il y a 4 éléments en astrologie, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Effectivement, si on regarde que le signe solaire, quand on est avec quelqu'un qui est d'un signe d'un même élément, donc par exemple scorpion, cancer, poisson, vierge, ça c'est l'eau. L'eau, ok. Donc poisson. taureau, vierge, capricorne, la terre. On a aussi du coup Verseau, Gémeaux, bélier, lion et sagittaire pour le feu, et gémeaux, balance, verseau pour l'air. Donc c'est vrai que quand on est dans le même élément avec le soleil, on est très bien. Mais ce qu'on peut oublier, c'est que peut-être qu'on a le soleil en même élément, mais que par exemple les Vénus qui parlent de l'amour, ces acteurs de l'amour dans notre thème, peut-être qu'elles sont dans des éléments complètement au carré. Et donc, personnellement, je préfère avoir des Vénus qui s'entendent bien plutôt que des soleils qui s'entendent bien, ou des ascendants qui s'entendent bien. Ça dépend de ce qu'on fait avec cette personne, en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, il faut vraiment étudier l'ensemble du thème astral, c'est-à-dire profil numéro 1, quelle est son histoire, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quelle est son ambiance affective. Personne 2, la même chose. Donc, on regarde les deux profils déjà de façon complètement indépendante. Ensuite, on regarde en superposant les thèmes et en utilisant une technique qu'on appelle la synastrie, vraiment le cocktail du mélange de ces deux personnes. Donc, comment, en fait, chacune appuie sur les boutons de l'autre, de quel bouton on parle et qu'est-ce que ça va créer. Et ensuite, on regarde 2 autres techniques qui vont plutôt montrer la relation à long terme et comment en fait ce mix et ce mélange, qu'est-ce qui va donner pour les 2 personnes en même temps. C'est quelque chose qui va être ressenti par les 2. Et là, c'est le thème composite où on utilise en fait les mi-points, ce qu'on appelle les mi-points entre les 2 soleils, les 2 Vénus, les 2 Mercure. Et on invente un thème sur la base des 2 thèmes, du profil 1 et du profil 2, pour voir un peu ce que ça peut donner sur le long terme. C'est une projection en fait. C'est ça. Et encore une fois, on parle de terrain. Donc on voit un terrain, on peut tout à fait... Il y a des personnes et des mariages qui sont hyper solides, avec des thèmes qui sont compliqués. Mais en fait, c'est aussi une question de libre arbitre. Ouais, complètement. En fait, si on choisit
de faire des efforts pour qu'une relation un peu difficile à la base fonctionne, elle peut fonctionner tant que les deux individus, dans leur libre arbitre et dans leurs émotions, dans leur tête et dans leur cœur, ont envie de la faire fonctionner. Ah ouais, c'est Par sûr. contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des relations qui vont être plus simples à faire fonctionner que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être plus heureuses. Parce qu'aussi, chaque relation, et c'est ça qui est hyper intéressant dans la notion de matching et de compatibilité, c'est qu'une relation où il n'y a aucune aspérité sont souvent des relations où on se fait chier. Donc, il faut ce qu'il faut de sel et de poivre et de sucre pour qu'une alchimie, en fait, prenne et qu'on puisse, en fait, être suffisamment différents pour on va dire, se nourrir et se stimuler et apprendre l'un de l'autre, parce que c'est le but aussi des relations, et suffisamment de similitudes pour avoir cette sensation de sécurité, de cocooning, de facilité, de moindre effort et de fluidité. Ouais, complètement. En tout cas, vraiment hyper intéressant. Tout ce qui est sur le couple, on pourra en parler, je pense, pendant des heures. Ça pourrait aussi faire l'objet, tu vois, carrément d'un épisode. Autre question, enfin, autre croyance limitante, on va dire, par rapport à l'astrologie, c'est pour les gens fragiles. Et je rajouterais même, virgule, et pour les femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont fragiles. On ne fait pas d'association des deux. Ça, mais sûr. Fragile. Certaines personnes le font, malheureusement. Mais... Voilà. Fragile et ou personne plutôt féminine. Tu vois, tu dirais quoi par rapport à ça? Alors, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, qui est que pour affronter certaines choses de notre réalité intérieure, ça demande beaucoup de courage. Donc, pour moi, tous les outils, et je m'éloigne même de l'astrologie, j'englobe l'astrologie dans tous les outils de connaissance de soi, ça demande du courage, en fait, de se regarder, d'oser regarder nos blessures. Donc pour moi, au contraire, en fait, ça demande une certaine force d'être capable, en fait, de cheminer et de faire ce travail qui est finalement le travail le plus dur qui soit, et aussi le plus beau, et celui qui permet de planter les plus belles graines pour la suite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout sauf de la fragilité. C'est tout sauf de la fragilité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on oublie, mais dans notre histoire, les rois, les reines, les philosophes, les politiciens, toute personne, notamment les personnes de pouvoir dans l'histoire de notre humanité, ont toujours eu des astrologues et des numérologues, etc., pour en fait les accompagner dans leurs grandes décisions, y compris des décisions encore aujourd'hui, politiques et collectives. Et encore aujourd'hui. Et donc, du coup, souvent, oui, on se dit que c'est réservé aux faibles, alors que pas du tout. C'est un outil, encore une fois, un langage, et non pas, en fait, une béquille. C'est un révélateur. À partir de là, encore une fois, on a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Après, une chose qui est quand même importante, et ça fait partie des autres croyances, mais je rebondis dessus, c'est quand même la notion d'éthique. Dans le sens où, effectivement, il peut y avoir parfois des dérives, c'est-à-dire des personnes, des astrologues, mais d'autres métiers aussi. Il y a des médecins, des psychologues, des astrologues, des politiciens qui abusent de leur pouvoir et qui ne sont pas positionnés dans une éthique qui vise à aider vraiment la personne de façon la plus juste possible, bien sûr. de façon la plus noble possible. Ouais. Si jamais des personnes en état de faiblesse, et je ne dis pas des faibles, oui, si les personnes sont en état de faiblesse et sont en état de vulnérabilité totale suite à une crise, un choc, comme ça peut arriver de temps en temps, eh bien là, effectivement, il faut faire attention en termes de discernement, mais ça ne concerne pas que les astrologues, encore une fois, ça concerne tout accompagnant, scientifique ou pas scientifique, pour son bien-être. Et donc là, de toujours peut-être consulter plusieurs personnes ou de se faire accompagner d'un proche, peut-être pour un premier contact, ou de demander l'avis de proches aussi qui veulent notre bien, de façon à ne pas se laisser embarquer, effectivement. Oui, à prendre des décisions importantes en lien uniquement avec... C'est ça. En fait, l'astrologie, c'est un outil de développement personnel. C'est vraiment pour apprendre à mieux se connaître. Et voilà, c'est ce qu'on disait depuis le départ et c'est ce que tu expliquais très justement. Alors, est-ce que tu dirais, Widiane, que pour avoir un thème astral précis, il suffit juste d'avoir sa date de naissance? Est-ce qu'on doit juste donner sa date de naissance? Alors, il faut 3 éléments. Donc, la date de naissance, le lieu de naissance exact, donc la ville de naissance principalement, et puis l'heure de naissance exacte. En sachant que l'heure de naissance est très importante parce que c'est celle qui permet de définir l'ascendant et aussi qui va structurer le thème par rapport à tous les secteurs de vie et les fameuses maisons astrologiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, les scènes dans lesquelles les acteurs, donc les planètes, vont jouer dans certains costumes des signes. Donc, c'est quand même très important. Si on n'a pas son heure de naissance du tout, ça peut arriver. C'est pas grave, on a déjà énormément d'informations sur l'ascendant et sur toutes les maisons.
Mais pour ceux qui ont leur heure de naissance, c'est vrai que ça amène du relief au thème. Ça amène de la profondeur d'analyse et beaucoup plus de précision. Précision, ouais. Exactement. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent sur les extraits de naissance, on voit je suis née à 8h30, à 9h, à 21h, à 21h15. Toutes les heures, on va dire, pile ou écart ou la demi ou 45, je me méfie un petit peu. Donc, regardez bien votre extrait de naissance ou faites appel à la mémoire maternelle si vous l'avez. Ouais, mais t'imagines, pour en pouvoir... termes de minutes et de secondes même. C'est ça. Mais souvent, les gens disent oui, je suis née vers 8h30. Ça, si vous le pouvez, en fait, c'est pas suffisant. Il faut vraiment vérifier. Oui, Diane, si je connais pas mon thème astral, est-ce que je peux directement demander à ChatGPT ? Alors, ChatGPT, et Dieu sait que j'ai un nombre d'amis et de clients qui viennent me voir en me disant « Ah, mais moi, je pensais que j'étais tel signe, j'ai demandé à ChatGPT. » Non, en fait, ChatGPT ne sait pas calculer le thème astral complet, malheureusement. Parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui confondent en fait leur placement. Par contre, il peut aider pour comprendre certains placements, mais par contre, la justesse des calculs n'est pas là. Il faut, pour avoir un vrai calcul de thème astral juste, avoir sa date de naissance, son mois de naissance et son année de naissance, son lieu de naissance, donc sa ville, et son heure de naissance précise, à la minute près. Donc, on évite les heures exactes. Si, par exemple, vous pensez que vous êtes né à 9h, à 9h30, vérifiez sur votre extrait de naissance. Et ensuite, vous pouvez aller sur plein de sites qui existent pour calculer votre thème complètement gratuitement, comme par exemple AstroThème ou d'autres, pour avoir au moins votre carte natale et ensuite faire vos recherches comme bon vous semble. Génial. Et quelque chose que tu as dit que je ne savais pas, c'est qu'on peut retrouver sa date de naissance sur son acte de naissance. Oui. Je savais même pas, tu vois. Exactement. Moi, je pensais que c'était sur le carnet de naissance. Et c'est vrai que des fois, quand on avance dans l'âge, c'est possible de perdre son carnet de naissance, tu vois. Mais l'acte, on peut toujours l'avoir, en fait. C'est facilement. On peut faire une demande, je pense même à sa mairie ou sur Internet. On peut l'avoir dans 24 heures, quelque chose comme ça. Une super bonne nouvelle. Ça, il n'y a plus d'excuses. Tu peux avoir précisément ton heure de... Même pour les pierres de naissance dont on parlait tout à l'heure, il faut aussi tous les prénoms, noms de famille, date de naissance dans leur orthographe exacte. Savoir s'il y a des traits d'union ou pas. Important. Et donc, l'acte de naissance, là, va être important aussi pour calculer ces 13 pierres de naissance. OK. Alors, j'ai une dernière question à te poser par rapport à ces croyances en lien avec l'astrologie. Est-ce que tu dirais qu'elle est dangereuse et ou manipulatrice? Eh bien là, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'éthique de la personne en fait qui utilise cet outil et ce langage. Donc selon en fait sa bienveillance, son empathie, son intelligence relationnelle et puis aussi son intention de base, comme dans tous les domaines, il y a des dérives. Donc un astrologue, comme un psychologue, comme un médecin, comme un politicien, comme un coach peut très bien entre guillemets, avoir envie de mettre sous sa coupe quelqu'un et ne pas avoir du tout l'intention de lui donner des outils pour l'autonomiser ou autre. Comme, au contraire, tous les gens de ces corps de métier peuvent avoir, au contraire, l'intention, la mission et le cœur d'aider les gens et d'apporter quelque chose de bénéfique dans leur vie qui leur est utile. Et donc, voilà, c'est une question qui restera ouverte malheureusement parce que la nature humaine fait que parfois certaines personnes qui estiment avoir du pouvoir sur les autres, ce qui est déjà à la base très égotique, c'est clair. Va tout faire pour user de ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire preuve de discernement, se faire accompagner quand on est dans un moment de vulnérabilité extrême, parce que ça peut arriver au meilleur de subir des influences qui sont pas forcément bonnes. Et donc, moi, ça m'est arrivé aussi, hein. Donc du coup, voilà, ça arrive à des personnes qui à la base ont de la jugeote. Donc c'est important effectivement de toujours garder le petit pas de côté pour questionner ce qu'on reçoit en fait. Tout complètement. J'ajouterais aussi peut-être de faire parler son instinct. C'est-à-dire que généralement quand tu vois une personne, tout de suite tu sais, mais souvent c'est sûr que quand on est dans un moment de faiblesse de sa vie, ce qui peut et ce qui nous arrive toutes et tous, se sentir un peu perdu par rapport à ça, mais la plupart du temps l'instinct dit et sait. Donc s'il y a le moindre doute, peut-être d'aller ou alors comme tu le disais, consulter peut-être 2 personnes ou 3 personnes différentes. Pour avoir un... Ouais, parfois la boussole est un peu cassée malheureusement, donc du coup c'est pour ça que c'est un métier qui demande de la responsabilité et qui demande beaucoup d'éthique. Après, personnellement, j'ai plutôt tendance à, par exemple, alors je ne sais pas si c'est moi ou j'en sais rien, mais à attirer quand même des gens qui ont déjà fait un certain travail sur elles. Et je suis assez étonnée aussi
de me rendre compte, là, c'est quand tu me parles, quand tu me poses la question, je fais une petite rétrospective. En réalité, c'est pas forcément des personnes ultra blessées qui sont venues à moi. C'était plutôt des personnes qui avaient déjà fait beaucoup de travail, pour certaines, ou d'autres qui avaient jamais fait de thérapie, mais qui avaient juste envie en fait de soutien, de confirmation justement, de validation, de sécurité quelque part pendant des moments de transition de vie. Et à ce moment-là, en fait, construire leur petit tremplin tranquillement avec de l'aide et le miroir de l'astrologie ou des pierres de naissance, et ensuite prendre tranquillement leur envol. Donc, j'ai jamais suivi quelqu'un pendant 10 ans, hein, jamais. Oui, bien sûr. Mon but à moi, c'est au contraire ma fierté, c'est de voir quelqu'un faire sa vie. Et moi, je m'estime que de passage. Et c'est comme ça que j'envisage mon métier. Et je pense que les métiers d'accompagnement sont censés être de passage. Tout à fait. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, quand on fait ce métier-là d'accompagnement, on doit mettre ça au cœur de la transmission. Et c'est ce que je dis aussi dans l'académie des coachs que je forme toujours. C'est on n'est que de passage et on doit le plus possible responsabiliser les gens, leur faire prendre conscience de leur force intérieure et de leur puissance. Et tout est en eux. C'est la même chose là avec l'astro. C'est vraiment un outil de développement, de compréhension, de meilleure lecture de soi-même. Et j'ai d'ailleurs, un peu comme toi, tu as pu le faire, j'ai pas mal réfléchi ces dernières années à comment je pouvais structurer justement quelque chose qui reflète, même avec un seul mot, ce que l'astrologie personnellement m'a apporté et ce que j'essaye d'en faire, parce que c'est mon approche aussi avec les autres. C'est vraiment d'apporter des repères à 360 degrés. Et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement sur plusieurs mois pour apporter des repères au niveau introspectif, au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau géographique, au niveau temporel. Et en fait, une fois que l'astrologie apporte ses repères, on y va, quoi. On a construit des piliers intérieurs suffisamment solides avec l'aide d'un miroir extérieur, d'une technique ancestrale, traduite, je l'espère, d'une façon qui a pu aider la personne. Et à partir de là, chacun peut tracer sa route avec la mémoire de ces repères-là et du coup ne pas oublier qu'il est fait vibrer dans leur essence. Complètement. Magnifique. En tout cas, ça donne vraiment envie. Je t'ai dit, moi, quand j'ai fait justement les pierres de naissance, ça m'a donné envie de me former, tu vois, vraiment. Donc, je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas eu quelque chose qui m'a redonné envie de me former. Alors, pas que je connais tout, loin de là, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de choses et ça m'a vraiment donné envie. Donc, je suis hyper heureuse de vous dire à toutes et tous que Widiane va faire partie des experts de la communauté Madame Bonheur Community. En tout cas, moi, je suis hyper fière et hyper heureuse que tu puisses intervenir dans la communauté Madame Bonheur. Ça va être absolument génial. Donc, ça sera prochainement, très, très rapidement. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube, bien sûr, d'activer la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochains épisodes qu'il va y avoir. Merci encore, Widiane, 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. C'était un super moment partagé. Et tu nous as amené énormément de réponses super claires et simples aussi. C'est ce que je voulais qu'on fasse par rapport à l'astro, c'est que ça soit simple et authentique aussi, tu vois, pour les gens, que ça soit facile à comprendre. Et ça a, je pense, enlevé beaucoup de fausses croyances et de fausses idées sur l'astro. Merci encore, Widiane. Merci à toi. Merci. À très bientôt. Je vous retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt.